Je dirige aujourd'hui la société Énergie Observer Développement. Je m'appelle Jérémy Lagarrigue. J'ai eu la chance d'avoir été contacté par un ami et ancien compétiteur qui s'appelle Victorien Hérussard, qui est le fondateur de ce bateau. Donc, je vais essayer de vous retracer un petit peu l'histoire de ce bateau-là. Mais avant des grands mots, je vais me permettre de vous présenter une petite vidéo parce que des jolies images et vidéos sont souvent plus parlantes qu'un grand discours. Notre monde est confronté à des défis d'une ampleur inédite, qui menacent nos écosystèmes, les populations qui vivent sur les littoraux et nos modes de vie. Or, nous n'avons qu'une seule planète, un seul vaisseau pour les générations futures. Nous savons que l'humanité a fait de la production, de la croissance et de la compétition la source de son bien-être en détruisant le vivant. Nous avions oublié que nous faisions partie de cette nature que nous détruisons en tant qu'espèce plus prédatrice que nulle autre. Partout, des entreprises, des femmes et des hommes se mobilisent, interpellent les décideurs et nous renvoient à nos responsabilités. Chez Energy Observer, nous pensons que la seule croissance possible est celle qui préserve nos ressources naturelles et humaines. Et pour cela, nous devons ensemble ouvrir de nouvelles voies. Avec nos partenaires, nous voulons changer de monde. Un monde où l'impact de la production d'énergie est supportable pour l'environnement. Un monde où se déplacer ne provoquerait plus de pollution ni de maladies respiratoires. Un monde où l'homme cohabite avec les autres espèces, entretient les écosystèmes et bénéficie de l'expérience de la nature. Energy Observer veut participer à la construction de ce nouveau monde et veut inventer des solutions durables pour la mobilité de demain. Grâce à ses 30 000 milles nautiques d'expérience en autonomie énergétique, à l'hydrogène et aux énergies renouvelables, Energy Observer conçoit et dessine des systèmes énergétiques intelligents. Nous mobilisons les connaissances, interrogeons les meilleurs scientifiques et partageons les enjeux du dérèglement climatique. En tant qu'ambassadeurs français des objectifs du développement durable, nous sensibilisons tous les publics à la transition écologique et nous souhaitons que cette transition ne laisse personne de côté. En quête de ces nouveaux chemins du savoir, Energy Observer vous propose d'explorer autrement notre planète. De faire du voyage une destination, des défis, des opportunités et des obstacles autant d'aventures. Pour aller plus loin, beaucoup plus loin. Alors, vous m'entendez toujours, Patrick? Oui, oui, très bien, très bien. Parfait. Donc, j'espère que vous avez bien vu la vidéo. Donc, on a vu les images, voilà, on est sous le charme des océans. Merci. Donc, Victorien, qui est le capitaine et fondateur. Donc, je vais essayer de vous retracer un peu son parcours. Effectivement, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 11 ans. On a tous les deux grandi au bord de la mer, fait des courses de bateau. Et lui, assez rapidement, en fait, il a été officier de marine marchande. Il s'est fait embarquer sur certains bateaux en étant de Saint-Malo. Forcément, il a commencé par la Brittany Ferries, puis Condor Ferries. Ce sont des navires qui transportent des passagers à plus ou moins grande vitesse. Puis, il a voyagé un peu plus dans le nord avec ce bateau, le Diamant. Et après, il a fait des opérations on va dire plutôt de maintenance ou d'entretien avec ces sabliers là qui venaient faire des opérations. Et à force de naviguer sur ces bateaux-là, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était des bateaux qui étaient énormément polluants. Et tout en parallèle de son travail à bord de ces bateaux-là, il exerçait le métier de sportif de haut niveau en course au large, en commençant à avoir fait sa première route du Rhum à bord de ce bateau-là, les Tri-Saint-Malo, et ensuite plusieurs transats Jacques Vabre. Il a réussi à faire à chaque fois un podium à la Jacques Vabre et jusqu'à se retrouver un jour en tête de la compétition, se faire attraper par une très grosse dépression, tomber en panne d'électricité avec son bateau, alors qu'il avait des énergies renouvelables à foison tout autour de lui, du vent, du soleil, des vagues. Et il s'est dit, c'est pas possible, il y a de l'énergie partout, je suis en souffrance de produire de l'électricité, plus jamais ça. Et donc, il a souhaité à ce moment-là faire ce bateau, Energy Observer, qui était le premier bateau qui était capable de réaliser le tour du monde en autonomie énergétique.
Vous avez quelques images un peu qui vous montrent à la fois la violence des océans, mais aussi la quantité d'énergie possible à bord de ce bateau-là. Et je crois que juste après, vous avez une vidéo de Victorien qui essaye de réparer son moteur diesel. Et en général, on est plus marin que motoriste à bord des bateaux, donc ça a été une sacrée aventure. Et pour la petite histoire, il naviguait avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Thibaut Vauchel à l'époque. Et ils ont eu très très peur parce qu'ils ont vraiment failli se faire mal à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas pu télécharger la météo et au lieu de s'éloigner de la dépression forte, eh ben, ils ont suivi un peu leur instinct qui les a emmenés en plein cœur de la dépression. Et ça a été une grosse peur qui aujourd'hui leur a donné beaucoup d'énergie et d'ambition pour faire ce navire laboratoire. Alors aujourd'hui, Energy Observer, c'est un navire laboratoire. C'est aussi l'ambassadeur de la société Hydrogène parce que ce bateau-là a eu comme ambassadeur et on peut dire parrain Nicolas Hulot, qui est un très proche de Victorien, même bien avant que Victorien et M. Hulot soit au ministère de l'Environnement à l'époque. Et il lui a dit, tu sais, tu devrais te pencher à l'hydrogène parce que c'est une énergie de demain. Et Victorien, quand il a commencé à travailler avec le CEA pour faire fonctionner ce bateau, il a dit, voilà, je veux vraiment un bateau propre, zéro émission, donc je vais maximiser les énergies. Donc on voit un bateau qui utilise un maximum les surfaces de panneaux solaires, qui a utilisé différents types d'énergie éolienne, donc au début avec des éoliennes à axe vertical, qui sont très bien à partir du moment où le bateau est fixe, mais dès que le bateau avance, en fait, ça va générer plus de freins que de système de propulsion. Donc, ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est un des retours d'expérience qui a été fait à bord de ce bateau-là. Et de fait, on a intégré à bord du bateau Energy Observer des ailes rigides qui, selon nous, sont vraiment l'avenir du transport maritime parce que ça vient proposer une solution alternative de propulsion gratuite ou en tout cas neutre en émissions et avec une solution issue des bateaux du Club America pour une surface équivalente par rapport à une voile, on est capable d'avoir quasiment 2 fois plus de puissance. Et c'est un système qui est entièrement automatisé, arisable, exploitable par tout un chacun, même des gens qui ne sont pas forcément ni marins ni voileux. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc après, là, vous avez quelques petites visualisations du bateau. Donc, on va stocker l'énergie temporaire à bord de batteries. Donc, on a 100 kWh de batterie que vous voyez ici en photo. On a 2 MW qui sont stockés sous forme d'hydrogène, donc à 350 bars dans des bouteilles que vous voyez là qui font 7,5 kg chacune. On a bien sûr au début travaillé avec la pile à combustible du CEA, mais assez rapidement, on a cherché à gagner en masse et à augmenter la puissance. Et pour ça, on a travaillé avec Toyota pour pouvoir intégrer la pile à combustible Toyota et on l'a marinisée et intégrée dans ce qu'on appelle un range extender qu'on a développé avec la société Energy Observer Développement. Et le bateau Energy Observer a été le premier bateau laboratoire à tester cette technologie. Aujourd'hui, ça va faire quasiment 600 jours que la technologie a été embarquée à bord du bateau. Et on est très heureux de vous annoncer qu'on n'a eu aucun problème avec cette technologie. Vous avez une petite photo de l'intérieur du bateau. Donc souvent, les gens posent la question, mais comment c'est à l'intérieur d'un bateau laboratoire? C'est tout homemade, hein, fait par l'équipe Energy Observer en essayant d'être le plus léger possible, mais en même temps aussi joli design et respectueux de l'environnement. Ça a l'air pas mal, hein? Vous avez une petite visite du bateau. Je vais vous faire une petite visite version 2020. Donc là, on est dans le cockpit avec la timonerie, avec JB, capitaine en second. Bonjour. Hop, voilà, là, on arrive dans le carré. On a Agathe, notre reporter embarqué. Voilà. Ici, on a la cuisine. Julien, qui est sur le management des systèmes énergétiques. Alors, en tout, on a 6 cabines, dont une qu'on peut voir ici. Tac. Voilà, voilà. Très confort, ce bateau. On arrive sur le flotteur tribord. On a Katia, biologiste marin. Voilà, Jérôme, chef d'expédition. Francine, apnéiste photographe. Voilà, voilà, notre matériel de plongée, nos belles ailes de propulsion. Voilà, ici, on a notre chaîne hydrogène avec un électrolyseur, une pile à combustible, un compresseur. Et donc, ici, on a nos réservoirs hydrogène.
On se retrouve à l'avant du navire avec David, notre Bosco. Sylvain, chef opérateur. Et Phil Gérald, réalisateur. Alors, ça vous montre un petit peu comment c'est à bord du bateau, mais ce qui est surtout très intéressant et ce qui nous intéresse aujourd'hui lors de cette conférence, c'est plutôt comment est-ce que ce bateau peut être représentatif de la grille énergétique du futur. Donc là, vous avez le tableau de commande du bateau où on a modélisé la partie éolienne, mais sinon tout le reste, vous l'avez en potentiel énergétique photovoltaïque. Donc là, on a 12 kW de production, 7 kW en hydrolien, 21 kW en éolien. On voit bien que l'éolien a un potentiel qui est colossal par rapport aux autres mix énergétiques et c'est pour ça qu'on pense que cette solution d'aile est vraiment une solution d'avenir pour le transport maritime. Et on a 30 kW de capacité de production qu'on utilise en l'occurrence là au moment de la capture d'écran avec la pile à combustible. Ce qui nous fait un petit peu une roadmap du tableau énergétique du bateau, présentant justement ce mix énergétique qui est proposé aujourd'hui à bord du bateau Energy Observer. Alors, l'objet d'Energy Observer, c'était de sensibiliser, d'éduquer, de montrer qu'il y avait énormément d'évolutions que l'on pouvait faire avec les technologies actuelles, mais on a aussi l'objectif d'aller plus loin. Et donc, Victorien a l'ambition de lancer un Energy Observer numéro 2, un bateau qui aurait les longueurs prévisionnelles aux environs des 80 mètres, un bateau qui sera en mesure de proposer une très grande autonomie, bien sûr une neutralité en termes d'émissions, mais aussi travailler sur pas mal de briques qui sont aujourd'hui encore à développer, comme du stockage d'hydrogène liquide ou d'ammoniac, des piles à combustible de haute puissance, des propulsions à haut rendement, des ailes à propulsion optimisées, mais aussi du transport de marchandises directement à bord du bateau. Pour ça, il nous faut des panneaux photovoltaïques à haute distance. On voudrait également valoriser les déchets en temps réel, avoir des cabines qui nous permettent d'avoir la consultation télémédicale, ce qui est quelque chose qui est très important en mer pour tout le transport maritime. Un logiciel de gestion d'énergie et surtout de routage optimisé. On s'aperçoit souvent en bateau que la route la plus courte n'est pas forcément la route la plus économique. Et pour ça, il y a vraiment moyen de mixer aujourd'hui les courants marins, les vagues, le vent et le soleil. Et pas mal d'autres optimisations qui vont nous permettre de respecter l'environnement, en particulier la réduction acoustique, parce que on parle de la protection du vivant, mais la protection du vivant passe aussi par la protection de l'habitat des espèces dont la mer n'est pas un terrain de jeu, mais plutôt leur habitat. Et pour ça, il faut respecter le bruit émis par les navires et en particulier par les hélices. Et donc, on va travailler énormément là-dessus. Voilà pour la partie Energy Observer qui nous a permis de créer du coup aujourd'hui tout un groupe avec quatre sociétés. Energy Observer Odyssée, donc le fameux bateau laboratoire qu'on vient de présenter. Une fondation qui a des actions de sensibilisation et de pédagogie pour un monde plus durable. La production, parce que la sensibilisation de la fondation et de l'Odyssée passe par la production audiovisuelle avec des séries télé qui sont diffusées sur certains diffuseurs de chaînes comme Canal+. Et enfin, Energy Observer a mobilisé un certain nombre de partenaires qui sont devenus aujourd'hui des actionnaires de la société que je dirige, qui s'appelle Energy Observer Développement, où on se positionne comme un accélérateur de la transition énergétique pour offrir des solutions industrielles durables, fiables et accessibles. Alors, durable et fiable, on l'entend. Accessible, on imagine que c'est une notion de coût. Et en fait, c'est là où on a réussi à être très fort dans les produits qu'on va vous présenter dans les prochaines slides. Et un point qui est aussi essentiel, c'est que tout ça fonctionne avec les axes prioritaires qui sont soutenus par la Fondation Energy Observer, qui sont aujourd'hui sur 3 axes. Le premier, c'est fédérer des expertises pour accélérer concrètement la transition énergétique contre la pollution maritime. C'est la photo que vous avez à droite entre un ancien bateau qui pollue énormément et le bateau qui peut représenter le transport maritime du futur. L'axe 2, c'est sensibiliser, acculturer les scolaires et les étudiants aux technologies et au système hydrogène. Aujourd'hui, je suis parent de 2 enfants. Mon fils, qui a 14 ans aujourd'hui, aimerait beaucoup travailler dans l'environnement et l'hydrogène. Et si on regarde un petit peu le cursus scolaire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de cursus qui permettent d'aider à travailler dans les nouveaux systèmes énergétiques et en particulier l'hydrogène.
Donc, un des enjeux de la fondation, c'est de sensibiliser et de développer des modules d'éducation à ce niveau-là. Et l'axe numéro 3, c'est promouvoir, bien sûr, les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies sur l'équité, l'égalité, tous ceux qu'on connaît un petit peu tous maintenant, mais qu'on n'applique pas forcément suffisamment tous les jours et qui doivent être soutenus et mis en avant à travers notre fondation et nos actes de tous les jours. Alors, en ce qui concerne l'Energy Observer Développement, aujourd'hui, on est, comme disait tout à l'heure Patrick, encore une petite société, une start-up, mais on représente quand même un peu plus de 60 personnes. On a investi 30 millions d'euros et j'ai eu la chance d'être appelé pour diriger cette entreprise parce que j'avais aussi un passé de personne qui a fait beaucoup de compétitions. On va dire que les responsables de communication ont mis les photos les plus marquantes, mais j'ai eu la chance d'être un des 11 équipiers à bord du bateau Hydroptère lorsqu'on a battu le record du monde de vitesse sur l'eau. La photo elle était juste le jour où on a battu le record dans la rade de hier. On a eu la chance d'être le premier navire à naviguer à plus de 100 km/h sur l'eau, à plus de 7 mètres de haut. C'était assez impressionnant. Et après, j'ai développé d'autres solutions. Après avoir été passionné de bateaux de course, j'ai eu la chance d'être champion du monde, champion de France, de plein de bateaux, de gagner plein de records de vitesse et surtout d'être parmi les premiers à avoir volé sur ces bateaux. Et ça m'a donné une vraie passion pour l'efficacité énergétique et le transport maritime. Et j'ai développé en bas à gauche le premier bateau à moteur volant qu'on a vendu aux Émirats qui s'appelle le bateau Foiler, qui est vendu par la société Enata aujourd'hui, qui est un bateau qui consomme 50% de moins que les autres bateaux. Et vous n'avez aucun mouvement dû au mouvement de la vague. Et on a développé un concours d'étudiants que vous avez en bas à droite où on incitait les étudiants du monde entier à venir dessiner les bateaux les plus efficaces possibles. Et on voit bien qu'à l'époque, déjà, on avait un bateau qui ressemblait très fortement au bateau de la Coupe de l'Amérique qui ont concouru cette année avec des bateaux à voile. Donc, après avoir travaillé dans l'efficacité énergétique, dans la forme des navires, forcément, quand on m'a proposé de prendre la direction d'une société pour faire que la motorisation de ces navires soit décarbonée, ça m'a plu. Et donc, j'ai accepté le challenge. J'ai réussi à mobiliser comme partenaire et actionnaire le groupe Accor, la société Toyota, Telem Assurance, la famille Mullier avec le fonds d'investissement Amfield et le groupe Monoya. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, c'est 60 personnes. On a 3 implantations. Notre siège social est à la tour Sequana, incubé dans la tour Accor à Issy-les-Moulineaux. On a un site de production d'où je vous parle actuellement à Montlhéry, en partenariat avec la société Eneria Caterpillar, et un site de production sur tout ce qui est batterie, ECU, donc Énergie Management System et faisceau électrique, basé à Lyon, à F-System. Et on est d'ailleurs en train de construire des nouveaux bâtiments pour doubler notre capacité de production. Alors, en termes de produits, qu'est-ce que l'on fait? Aujourd'hui, on a deux solutions et 3 produits. La première solution, c'est un bureau d'études qu'on appelle Energy Designer. C'est une équipe d'experts énergéticiens de l'EPFL qui ont développé un logiciel d'optimisation qui permet de répondre à un besoin client sur quel est le potentiel meilleur mix énergétique en fonction de différents objectifs. Ça peut être un objectif de décarbonation, ça peut être un objectif de diminution de la facture énergétique, ou ça peut être simplement un objectif de diversification des sources d'énergie pour ne pas être en risque par rapport à telle source d'alimentation. Une deuxième solution qu'on a développée, c'est la solution H2 360 que vous avez sur la droite. Ça, c'est une application compatible iPhone et Android permettant de localiser et accéder à toutes les stations hydrogène sur le territoire français, on espère bientôt européen. On s'est basé un petit peu sur le retour d'expérience négative de la mobilité électrique, où tous les opérateurs de mobilité proposaient l'accès à leur propre solution de rechargement, mais pas à la solution de rechargement de leurs voisins. Or, si on veut vraiment développer la société hydrogène, tout comme l'électrique, c'est quand même pratique d'avoir une application qui permet d'accéder à tous les points de recharge. Et c'est ce qu'on a essayé d'offrir en proposant une application sur laquelle on n'a aucune marge, mais permettant à tous les opérateurs de mobilité, en tout cas propriétaires de stations, d'accéder à leur station. Et les 3 produits, on commence par la maturité. On a commencé par des générateurs terrestres. Aujourd'hui, ça représente 70% de notre chiffre d'affaires. C'est un générateur hydrogène qui vient en lieu et place d'un générateur diesel. C'est à peu près la même emprise au sol qu'un générateur diesel. On peut les empiler jusqu'à 5-6 MW. On a beaucoup moins de maintenance et on a un coût d'exploitation qui est entre 10 et 20% supérieur à un coût par rapport à du diesel. Par contre, on est totalement décarboné, on est silencieux
et on peut aller jusqu'à 80% de rendement si on vient à faire de la cogénération avec ce système énergétique. La deuxième marché que l'on va développer, c'est les générateurs embarqués pour les applications maritimes. Le premier bateau marinisé, c'est le bateau Innova, je vous le montrerai juste après. On pense que le maritime va faire partie des grands consommateurs d'hydrogène pour développer la société d'hydrogène. Ils ont besoin, pour consommer l'hydrogène, d'avoir des générateurs embarqués. On est aujourd'hui encore un petit peu limité pour commercialiser nos produits par la capacité d'approvisionner la logistique hydrogène. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé notre troisième produit, la STS-H2, ce qu'on appelle une station flottante de distribution d'hydrogène, qui permet de fonctionner comme une solution de distribution d'hydrogène où on a les grands centres de production, les grands producteurs d'hydrogène vont pouvoir venir stocker jusqu'à 1 tonne d'hydrogène, permettant d'avitailler à la fois la mobilité terrestre et la mobilité maritime. Donc, dans les partenariats maritimes, on a eu des grands succès. On a eu le premier navire au monde immatriculé et certifié, qui est le bateau Innova 40 que vous avez sur la gauche. On a passé un contrat de production série avec le groupe Fontaine-Pajot, qui est quand même le numéro 2 mondial aujourd'hui dans ce domaine de plaisance, qui va bientôt proposer donc, en option la capacité d'avoir un bateau totalement décarboné. Et on a remporté un appel à projet pour les JO 2024, permettant d'avoir un navire de transport de passagers et une solution de station flottante au cœur de Paris et à Marseille pour les JO 2024, la partie maritime qui se déroulera à Marseille. Alors, comment est-ce que ça fonctionne un générateur hydrogène? Je vous montre une petite vidéo. Et donc, la première grand succès qu'on a réussi à avoir avec ce générateur hydrogène, c'est d'avoir réussi à illuminer la Tour Eiffel, un enjeu qui semblait jusqu'à présent impossible avec de l'hydrogène, avec des solutions décarbonées. On a réussi à faire un spectacle son et lumière sur la Tour Eiffel lors d'un événement qui s'appelait le Paris de l'hydrogène, mettant en valeur justement toute la mobilité, toutes les applications hydrogène possibles. Ce générateur a montré que les générateurs hydrogène étaient souvent méconnus dans les écosystèmes, étant peu coûteux et très forts consommateurs d'hydrogène et donc permettant de développer tout l'écosystème hydrogène. Donc, le déploiement du GEH2 intervient dans le cadre de l'événement Energy Observer sur le Champ de Mars à Paris. L'intérêt était de pouvoir alimenter le village avec une énergie décarbonée. C'est pourquoi nous avons déployé ce générateur, qui est un générateur électro-hydrogène, qui ne fonctionne qu'avec de l'hydrogène, de l'air et n'émet que de l'eau. Donc, un groupe électro-hydrogène, c'est un groupe qui fonctionne non pas sur la base d'un moteur thermique diesel, comme c'est le cas de manière conventionnelle, mais à l'aide d'une pile à combustible sur laquelle vient réagir l'hydrogène. Il se recombine avec l'oxygène et n'émet que de l'eau et de la chaleur.
Donc, ce groupe électrohydrogène est alimenté à partir d'hydrogène qui est sous pression. Il se recombine avec de l'oxygène, également sous pression. L'énergie ainsi développée peut être soit distribuée directement en sortie, en passant par un convertisseur de puissance, ou stockée dans une batterie. Pour intervenir sur le village d'Energy Observer, nous avons donc déployé le générateur et également une zone de stockage avec un approvisionnement en hydrogène renouvelable par air liquide. C'est de l'hydrogène qui est généré à partir de l'électrolyse, soit par de l'énergie éolienne, soit du panneau solaire. Donc un générateur comme le GH2 est capable d'intervenir sur absolument tout type de site. Il peut supporter la construction d'un chantier, mais également intervenir comme aujourd'hui sur des sites avec de fortes restrictions liées aux émissions de gaz ou sur des sites sensibles pour la protection de l'environnement. Il y a de plus en plus de demandes sur ces sujets et notamment parce que des villes, des grandes métropoles comme Paris émettent de plus en plus de restrictions, notamment sur les véhicules thermiques, mais ces restrictions vont de plus en plus concerner tous les milieux de l'industrie et nous apportons aujourd'hui des solutions fiables et qui existent, qui sont en cours d'industrialisation, pour répondre à tous ces besoins. Donc l'événement d'Energy Observer et de ODEV sur le Champ de Mars, c'est à la fois une fierté personnelle et professionnelle. C'était un vrai défi à relever, notamment éclairer la Tour Eiffel avec comme source d'énergie l'hydrogène. C'est une première historique. Ça a mobilisé toutes les équipes, nuit et jour. Voilà, vous avez quelques petites photos du pari de l'hydrogène avec le village et bah, ça a été un franc succès parce que c'est une première mondiale d'être capable de rassembler toute cette mobilité hydrogène, mais aussi surtout le générateur en montrant que l'hydrogène avait toute sa place. Et je vais terminer là-dessus pour proposer des écosystèmes vertueux sur des applications à terre comme en mer. Alors, on n'est pas en train de dire que l'hydrogène sera le seul vecteur énergétique, mais il fera partie de la mobilité du futur, c'est une certitude. Toutes les estimations aujourd'hui présentent entre 15 et 30%. Et aujourd'hui, on est convaincu que c'est une des bonnes, si ce n'est la bonne solution à court terme pour nous permettre d'avoir un vrai levier d'impact sur la décarbonation des usages, en tout cas sur la partie production d'énergie décentralisée et déplacement maritime de petite et moyenne puissance.